Et à tous, bienvenue sur Teouti Sekem, la chaîne où la conscience s'élève, les voiles se lèvent et la vérité s'exprime. Avant de commencer, un grand merci à vous tous qui likez, commentez, abonnez et partagez bien sûr nos contenus. Votre engagement nous honore, nous donne ainsi la force de continuer à éveiller les esprits. Merci infiniment. Merci. Aujourd'hui, nous explorons un thème qui concerne l'avenir de nos sociétés. Bien sûr, ce thème, en quoi consiste la grandeur visionnelle d'un vrai leader du peuple? En quoi consiste la grandeur visionnelle d'un vrai leader du peuple? La question de la grandeur visionnelle d'un vrai leader du peuple interpelle autant sur la qualité du leadership que sur la capacité à projeter un avenir collectif dans un contexte bien sûr où les peuples recherchent des repères stables. Il devient essentiel de cerner ce qui distingue un véritable leader par sa vision. Faire une lecture profonde de ce thème, c'est l'essentiel de ce jour. Accrochez-vous, ça va déménager. Un peuple qui suit un leader sans vision est en marche vers l'aveuglement. Mais un peuple guidé par une vision claire est en marche vers la transformation. Pour y arriver, nous sommes accompagnés ce matin, bien sûr, il est tout juste là, à côté du frère Tot. Otep, Tot. Otep Matomba, Otep au frère Souvi, le technicien. Otep. Maman connaît Mina Matan, Mina Boniut, Mina Nisse, Minasi. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Alors, ce matin, on va bien sûr débuter avec cette très belle citation de Jonathan Swift qui disait « La vision, c'est l'art de voir ce qui est invisible pour les autres ». Et Henri Fayol, il ajoutait « Le chef est celui qui voit avant les autres, plus loin que les autres et plus que les autres ». De par ces citations, frère Tot, nous allons débuter comme à l'accoutumée par les définitions des mots-clés de notre sujet de ce jour. On va commencer par la grandeur, qu'est-ce que c'est, visionnel ensuite, et on va achever par qu'est-ce qu'un leader. Oui, la grandeur, au sens vulgaire, c'est ce qui est impressionnant. À première vue, quand on voit le mont Himalaya, c'est une grandeur. Quand on voit le mont Everest, c'est une grandeur. Quand on voit le mont Kilimandjaro, c'est une grandeur. Quand on voit le mont Cameroun, c'est une grandeur. Quand on voit l'océan Pacifique, c'est une grandeur. Quand on voit l'immensité du ciel, c'est une grandeur. Mais aussi, quand on voit Yao Ming, l'ancien basketteur qui avait 2,30 m, c'est une grandeur, qui est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit les grandes victoires de Mike Tyson, de Holyfield, de Lennox Lewis, tous des boxeurs noirs, c'est une grandeur. Quand on voit le saxophone de Neil Armstrong, de Armstrong, le nom américain Armstrong, je confonds avec l'astronome. Quand on voit le génie du saxophone chez Armstrong, on voit de la grandeur. Quand on voit de la pop dans son summum avec Michael Jackson, on voit de la grandeur. Quand on voit le basketball avec son summum, notamment Michael Jordan, on voit de la grandeur. Quand on voit les pyramides d'Égypte, on voit de la grandeur. Et quand on voit aussi la science qui a été développée par nos ancêtres, les prêtres égyptiens, les prêtres savants, et laquelle science a irradié toute l'humanité et continue de nourrir la conscience collective dans le domaine de la science, de la métaphysique, de la psychologie, tous les domaines de la connaissance, dans tous les domaines de connaissance, on voit de la grandeur. Et là, c'est la grandeur du peuple noir.
Et cette grandeur particulièrement, en ce qui concerne les grandes réalisations des prêtres savants de l'Égypte, notamment dans tous les domaines, la physique, la chimie, la biologie, l'architecture, la médecine, les mathématiques, la philosophie, la métaphysique, la mystique, et même la théologie, la cosmogonie, la cosmologie, et tout ce qui concerne le savoir. En ce moment, on s'approche déjà de ce qu'on entend par vraie grandeur. Pourquoi? La grandeur est quelque chose d'immortel. La grandeur en ce moment, il est vrai, le mont Everest, le mont Kilimandjaro, le mont Cameroun, ne va pas s'assoupir si simplement, à part lorsqu'il y a des grands cataclysmes. Ça reste des grandes hauteurs. Les pyramides d'Égypte, pareil. Maintenant, les grandes réalisations sur le plan intellectuel, philosophique, spirituel, restent la grandeur suprême. Parce que là, il s'agit du génie humain. Et un génie qui confère le bien-être, le mieux-être collectif, pas seulement individuel, mais surtout collectif. Et un mieux-être, un bien-être qui peut devenir un bien-être immortel. Nous savons tous, pour ceux qui sont dans la recherche fondamentale et les sciences très avancées, que les pyramides sont construites sur des zones telluriques au niveau de la ceinture de feu de la Terre. Et que ces pyramides participent à l'équilibre de la Terre. Parce qu'à l'époque, avant la construction de ces pyramides, il y avait des vibrations qui étaient émises, qui perturbaient les humains. Donc il a fallu qu'on stabilise ces vibrations pour que cet équilibre puisse permettre aux hommes de pouvoir évoluer consciemment et de pouvoir aussi vivre normalement. Donc, la vraie grandeur devient donc l'œuvre de l'esprit, laquelle œuvre se matérialise à travers le développement infrastructurel. Nous allons aborder la question du développement par la suite, mais la notion de grandeur culmine au niveau de la grandeur de l'esprit. Et c'est cette grandeur de l'esprit qui devient donc le véritable modèle pour canaliser les consciences, pour orienter les consciences vers l'élévation. Voilà ce que nous pouvons entendre par grandeur. La vision doit accompagner aussi cette grandeur. Quand on parle de grandeur visionnelle, la vision, le voir, c'est le regarder vers là où tout le monde regarde, mais détecter ce que les autres ne voient pas. Ça ne veut pas dire que c'est invisible. Ça veut dire que les gens qui regardent ils manquent de finesse et de clarté d'intelligence pour apercevoir ou percevoir ce qui échappe au regard des autres. Par exemple, nous pouvons être en groupe, tout le monde se comporte d'une certaine manière. Et parmi nous tous, personne ne remarque que tel se comporte plutôt d'une manière bizarre. Mais il y a une seule personne qui fait la remarque et attire l'attention des autres. Et lorsque les autres deviennent plus vigilants, ils découvrent que hey, tiens, je n'ai pas remarqué ça. Effectivement, il l'a fait. Donc, nous tous, on peut regarder vers le même sens sans jamais voir ce qui échappe à tous. Mais il y a une seule personne qui parvient à détecter ça. C'est la même chose. Nous tous, on peut lire les mêmes livres. Mais nous ne parvenons pas tous à détecter le code secret qui est caché derrière ce livre. Et il n'y a qu'une seule personne qui va venir découvrir ce code secret. Nous tous, nous pouvons entrer dans l'initiation, commencer les initiations pratiques sur le plan spirituel, mais nous tous ne parviendrons pas à la compréhension des choses les plus compliquées, les choses les plus complexes. Nous saurons tout simplement manipuler certaines énergies, nous saurons gérer la médecine avec les plantes, nous saurons faire des bons massages, nous saurons guérir des maladies, mais nous ne saurons pas parvenir à la compréhension complexe de la réalité. Il y a donc un esprit qui arrive à ce niveau-là. C'est l'esprit du leader. C'est ça la grandeur, l'esprit du grand. Donc, tout le monde peut passer par un même chemin, mais ne jamais atteindre les mêmes objectifs. Et donc, le leader maintenant, c'est qui? C'est celui qui montre la voie. Et il ne peut montrer la voie que s'il est grand, dans le sens que je venais de décrire. Et il ne peut montrer la voie que s'il a la vision telle que je viens de la décrire.
C'est-à-dire voir non seulement ce qui échappe à tout le monde, mais aussi voir plus loin que tout le monde. Et pas seulement plus loin, mais voir plus haut que tout le monde. Parce que voir plus loin aussi peut être un piège. Parce qu'en voyant plus loin, tu peux voir le danger et tu laisses les gens foncer vers le danger. Mais il faut voir plus loin, mais en même temps lever aussi la tête. Parce qu'en regardant haut, on est face au soleil, le juge de notre système. Parce qu'une fois que ton regard est levé vers le juge, en ce moment, il y a la culpabilité qui va t'atteindre. Parce que lorsque tu baisses la tête, quand tu fais les choses tête baissée, tu estimes que tout ce que tu fais est normal, tout ce que tu fais est bien. Mais quand tu lèves la tête, tu vois qu'il y a quelque chose qui est plus haut que toi et tu dois faire des efforts pour grandir. Donc c'est en cela qu'il faut voir loin, mais il faut aussi voir haut. Et ce n'est qu'en cela qu'on peut donc devenir un leader, c'est-à-dire celui qui est grand, la grandeur au niveau de l'esprit, celui qui a la vision, c'est-à-dire qui voit loin et qui voit haut. Et en ce moment, on peut donc devenir celui qui monte la voie. Le leader est donc celui qui ouvre la voie et qui monte la voie. Le leader est aussi celui qui déclic, qui décèle ce qui est scellé. C'est celui qui découvre les clés perdues. Parce que même à travers certains rites et tout ça, à travers certaines compréhensions de la réalité, il peut arriver à un certain moment que les consciences soient devenues tellement basses que les gens ne parviennent plus à la compréhension de la réalité dans sa vraie nature. En ce moment donc, le leader est aussi celui qui ouvre, qui a les clés, qui ouvre vers les hauteurs mentales et cosmiques. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la grandeur, en ce qui concerne la vision et en ce qui concerne le leadership. Alors, merci d'avoir très bien expliqué de fond en comble ces mots-clés qui nous réunissent ce matin. Nous allons bien sûr passer à notre première partie qui va parler de la nature véritable d'un leader. Mais avant de parler, je vais quand même aussi m'exercer à dire quelque chose en ce qui concerne, bien sûr, quand on parle de grandeur, on pense à ce qui dépasse la norme, ce qui n'est pas, ce n'est pas une question de statut ou bien de pouvoir ou bien plutôt d'autre chose, c'est une question de valeur, de profondeur et surtout de portée morale. Et quand on ajoute visionnel dans la grandeur, on parle de cette capacité à voir au-delà du présent, apporter une vision claire, inspirante et surtout durable. Un leader est donc celui qui inspire, mais surtout qui porte un peuple vers un avenir meilleur. Le leader du peuple est celui qui écoute, qui comprend, agit en fonction des vraies aspirations de ceux qui le représentent. Comme l'a dit les citations que j'ai si bien énumérées à l'entame. Alors, un leader, que laisserais-je derrière lui? C'est quelque chose de très profond. On va vénérer, comme il venait d'entendre dire tout à l'heure, des mots comme ceux qui ont découvert en Égypte ancienne, c'est-à-dire les stèles, les pyramides et bien d'autres. Les gens ont travaillé, les Africains ont bien sûr construit cela et c'est resté, ce sont des visionnaires qui ont fait ce travail pour savoir véritablement qu'est-ce qu'un leader, quelle est la nature véritable d'un leader. Lorsqu'on aborde la question de nature en rapport avec un leader, la question de nature nous renvoie d'abord au destin, à l'essence. Ça nous amène à nous replonger dans l'essence de la réalité dont on veut parler. Alors, la nature d'un leader relève de sa destinée. Tout le monde n'est pas né pour être un leader. Tout le monde n'est pas né pour le leadership. Il y a le don naturel, la prédestination du leadership. Ça ne veut pas dire que les autres sont inutiles. Il faut faire très attention. L'architecte est là pour des édifices. Le médecin est là pour soigner les maladies.
que sais-je, les économistes sont là pour gérer l'économie. Les prêtres sont là pour gérer le volet spirituel. Et tous les domaines en réalité sont là pour participer au bien-être collectif. Mais il faudrait que tous ces métiers, tous ces domaines de connaissances et de compétences puissent graviter autour d'un grand esprit qui est donc capable de conjoindre toutes ces compétences et de les faire fusionner afin d'accomplir une œuvre monumentale. Quand je parle d'œuvre monumentale, je ne parle pas des immeubles, je parle des réalisations sur le plan de la vision. Et ces réalisations doivent concourir vers le bien-être collectif. Donc, je reviens à la base. Chaque leader doit être né pour être un leader. Quand on prend même chaque domaine, dans le domaine de la médecine, il y aura un leader dans le domaine de la médecine. C'est-à-dire que celui qui a culminé l'excellence et la compétence dans ce domaine, il devient donc une référence pour tous les médecins. Il y aura un leader dans le domaine des arts martiaux, c'est-à-dire que celui qui a atteint la haute maîtrise de l'art martial, qui devient un modèle pour tous ceux qui pratiquent les arts martiaux. Il y aura un leader dans le domaine de la musique, c'est-à-dire que celui qui a plongé dans les hautes vibrations acoustiques et qui a atteint la quintessence harmonieuse des harmonies célestes. En ce moment, il devient la source d'inspiration de tous les artistes. Il y aura un leader au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire celui qui est né pour ouvrir les esprits et monter la voie aux esprits, le chemin à suivre. Celui-là devient donc un modèle pour tous ceux qui font dans l'enseignement. Maintenant, dans le domaine politique, le politique doit être en même temps, il doit rassembler, c'est ce que je viens de dire là. Il doit rassembler l'art, c'est-à-dire l'esprit des artistes. C'est-à-dire qu'il doit être un bon musicien, pas forcément qu'il joue à la guitare. Il dit qu'il doit atteindre les hautes vibrations harmonieuses de l'univers pour vibrer en accord avec les lois de l'univers. La dernière fois, on a fait une émission sur les divinités intitulée Les divinités égyptiennes sont les principes et les lois de l'univers. Donc, le vrai leader doit être celui qui vibre à des hautes vibrations harmonieuses de l'univers. Le vrai leader aussi, c'est celui qui ouvre les esprits, c'est-à-dire qu'il est un très bon enseignant. Le vrai leader aussi, c'est celui aussi qui doit maîtriser comment régler les problèmes, comment soigner les esprits. En ce moment, il devient aussi un thérapeute. Le vrai leader doit maîtriser aussi les accords, l'ordre, l'équité, les harmonies pour pouvoir réaliser une architecture dans les villes, dans toutes les villes de son pays, en accord avec l'ordre, l'équité, la vérité, la justice et en accord avec la vision que son peuple a du monde. Là, on rejoint la question d'identité culturelle. C'est-à-dire l'architecture monumentale doit refléter la culture et la tradition de ce peuple-là. Mais cette culture et cette tradition doivent être perfectionnées et adaptées au contexte spatio-temporel et historique. Donc, le vrai leader est né pour diriger, c'est-à-dire pour monter la voie. Diriger ne signifie pas commander les gens. Diriger signifie monter la voie d'élévation, monter la voie de croissance, monter la voie de perfectionnement, monter la voie de développement mental, psychologique, spirituel et existentiel. Donc, il faudrait plus que les gens pensent dans leur tête que diriger veut dire commander les gens. Diriger ne veut pas dire commander. Diriger veut dire montrer le chemin de l'élévation mentale, psychologique, spirituelle, intellectuelle et existentielle. Quand on parle de l'existence ici, ça inclut la politique, l'économie, l'architecture, la médecine, c'est-à-dire la santé. Voilà. Donc, et l'éducation, bien évidemment. Donc, nous voyons que on ne devient pas leader par, je veux dire quoi, de manière arbitraire.
on active son don de leadership, on le canalise et on le perfectionne. Donc, on est d'abord né pour ça. Moi, je me souviens, je ne suis pas en train de dire que je suis un leader. Hein. Je prends juste un exemple sur moi, où mon père, à l'époque, quand j'étais encore au lycée, avant d'avoir mon probatoire et mon bac, il me disait que quand j'aurai le bac, il faudra que j'aille faire le concours de l'ENAM. Et à l'intérieur du concours de l'ENAM, je vais faire le concours des inspecteurs de douane. Hein, il me dit qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Donc, il faut aller faire le concours des inspecteurs de douane. Ça, c'est ce que mon père ne cessait de me dire. J'ai aussi eu un cousin, du côté maternel, qui est décédé en 2009. Lui, il me disait que j'ai une très bonne expression et il faudrait que j'aille à l'ESTIC pour devenir journaliste. Voilà donc les chemins vers lesquels les gars voulaient m'amener. Quand moi j'ai eu mon bac, j'ai dit, je vais pas faire philosophie et je vais me spécialiser en métaphysique. Et je vais aussi faire l'égyptologie et la psychologie. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, vous voyez que moi j'ai suivi mon chemin. Et comment ça se passe? Très tôt, j'ai pris le temps de lire la Bible. De la Genèse à Apocalypse, je recommande, je relis encore. De la Genèse à Apocalypse, je recommande, je relis encore. Je trouve des histoires intrigantes comme l'histoire de Caïn et Abel, l'histoire Enoch qui est monté au ciel, l'histoire du déluge, l'histoire de Yahweh qui dit à Abraham, va, je vais te donner la terre, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. J'ai lu tous ces épisodes-là. L'histoire de Moïse en Égypte, l'histoire du prophète, des histoires du prophète Élie, qui est monté sur une flamme au ciel, où c'est un chariot de feu. Voilà ce qu'on nous dit, char de feu. Donc, j'ai pris le temps de lire toutes ces histoires jusqu'à Apocalypse, que les autres appellent les révélations. Et en lisant ces histoires, à chaque fois, j'ai trouvé des histoires très très intrigantes. Notamment l'épisode de Caïn et Abel, l'épisode de... quel est même encore l'épisode qui m'a intrigué là? Les affaires de la naissance d'Isaac et comment Sarah s'est moquée des anges, des choses comme ça. Et aussi l'usurpation des titres de Jacob, hein, qui a volé le titre de son grand frère Ésaü. Hein. Voilà les choses qui m'énervent dans ce livre-là. Donc, on encourage le banditisme dans ce livre-là. L'histoire du génocide que les 12 fils de Jacob ont opéré sur un peuple parce que le prince de ce peuple a violé leur sœur. Or, le prince de ce peuple avait dit, je vais épouser votre sœur pour laver son opprobre, c'est-à-dire sa honte. Donc, elle va devenir une princesse aussi dans le royaume. Mais les gars ont utilisé l'artifice de la circoncision, comme ils ont exigé aux prétendants de se circoncier lui et son peuple. Ils se sont circoncis et sous leur blessure, ils se sont fait massacrer par les 12 fils de Jacob. Et Yahweh n'a rien fait, rien du tout. Donc il a même applaudi parce qu'il dit que c'est son peuple, il doit défendre son peuple. Ensuite, on trouve des histoires de David et Saoul. Hein? On trouve les histoires de Salomon, hein? Les histoires de Goliath. On trouve les histoires même, je parle même directement sur Moïse, qui est nourri et élevé par les Égyptiens et qui se retourne contre les Égyptiens au nom du démon qu'on appelle Yahweh là. Donc, il commence maintenant à diaboliser les Égyptiens. Voilà. Donc, il y a cet épisode de Moïse là. Il y a l'épisode de l'autre qu'on appelle, celui que les chrétiens adorent beaucoup là, qu'on appelle Jésus. Lui alors, il m'a dépassé. Parce qu'il a d'abord un premier problème, c'est qu'il n'a pas de généalogie. Un homme ne peut pas exister sans généalogie. Voilà. Puisque pour qu'il ait une généalogie, il faut qu'il soit le fils de Joseph. Et il n'est pas le fils de Joseph. Voilà. Donc, d'abord dans la culture hébraïque, les femmes n'ont pas de généalogie. Quand vous lisez la Bible, là, vous avez vu la généalogie des femmes là-bas dedans. On dit seulement que Marie, fille de Joachim. Bon, remonte donc au-delà de Joachim, on voit. Tout le monde va se taire après. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la généalogie de Marie? Donc, il n'a pas de généalogie. Deuxièmement, fils d'adultère.
Parce que le Saint-Esprit est masculin. Personne ne peut nier ce fait-là que dans leur logique, dans leur esprit, chez les abrahamistes, là, les religions abrahamistes, là, que l'esprit a un sexe. Puisqu'ils ont un Dieu le Père. Hein? Et ce Dieu le Père a les fils qui sont descendus sur terre pour coucher avec les filles des hommes. Donc automatiquement, c'était les esprits masculins. Donc le Saint-Esprit est aussi masculin. Donc ce Saint-Esprit est venu coucher avec Marie, qui était la femme de Joseph. Donc Jésus naît donc de l'adultère, hein, suite à la fusion du démon qu'on appelle le Saint-Esprit avec sa mère. Donc il naît dessus d'un adultère. La troisième chose bizarre, c'est qu'il ne se marie pas. La quatrième chose, c'est qu'il ne fait pas d'enfants. Puisque déjà pour faire les enfants, il faut... Bon, même si tu n'es pas marié, on dirait que Marie-Madeleine partait lui dire des choses très tendres aux oreilles, mais elle était insensible. Mais on dit aussi qu'il a dragué la jeune Samaritaine. Hein, quand elle lui disait que tu vas boire, je vais te donner le genre d'eau que tu n'as jamais bu. Que même l'homme avec qui tu es là, avec qui tu as connu tel homme, tu as connu, moi je vais te donner l'eau que tu n'as jamais bu. Mais après l'épisode, on ne nous dit pas que Jésus lui a filé une grossesse. Rien. Rien. Donc on nettoie ça. On dit qu'il n'y a rien eu. Donc lui, il était seulement dans l'esprit. Donc en fait, tu vois, un peu comme nous on était à l'époque, tu connais certains gars que quand ils voulaient draguer une femme, ils lui citaient les citations d'Aristote et de Platon. Alors que la fille a besoin de quelqu'un qui va lui passer la main sur les cheveux, qui va toucher un peu son menton, et la fixer dans les yeux comme ça, là, comme le Naja. Quand tu viens lui raconter les histoires de Platon et d'Aristote, donc il va traîner là 6 mois. Le vrai faucon qui arrive récupérer sa nuit, cette journée, c'est terminé. Donc, voilà donc l'esprit de Jésus. Donc, il voit une belle femme. Il est séduit, mais il est incapable de dire à cette femme que je t'aime. Il commence à lui raconter sa vie, que tu as connu tel homme, je vais te donner l'eau que tu n'as jamais bu. La femme part donc maintenant dit qu'il y a un homme qui m'a promis une eau là, très pure. Après le gars lui dit que mais ramène l'eau pour qu'il t'épouse. Jésus dit que non, moi je n'aime pas les femmes, j'aime seulement les hommes. Parce que dans le livre là on dit que il avait un disciple bizarre là qu'on appelait l'apôtre Jean. Que chaque soir, l'apôtre Jean se couchait sur la poitrine de Jésus et caressait sa poitrine. Parce que Jésus l'aimait tellement qu'ils ne se séparaient jamais. Ils étaient toujours ensemble, même dans les secrets. Ils étaient ensemble. Voilà. C'est la même chose avec Jonathan et David. On dit que David aimait Jonathan plus que les femmes. Voilà les gens là. Voilà les gens. Et ça dit que c'était des couples. Oui, c'est des couples. Mais quand tu aimes plus que la femme. Mais attends, est-ce qu'un homme peut aimer quelque chose d'autre plus que la femme? Dis-moi. Bon, tu vas dire que tu aimes Dieu. Tu vois Dieu où? Hein? Tu ne vois pas Dieu. La chose la plus réelle sur le plan physique, qu'un homme puisse aimer, hein? Ou qu'une femme puisse aimer, c'est un homme. Qu'un homme puisse aimer, c'est une femme. Parce qu'à travers cette alliance, on est capable de fonder une famille. Et on est capable de fonder un peuple. Rien au-dessus de ça. Il n'y a rien d'autre au-dessus de ça. Donc quand on te dit déjà que quelqu'un aime un autre homme, plus que la femme, mais attention, il faut déjà te poser les questions, ça devient un problème. Et qu'est-ce qui va fonder entre les deux là? Qu'est-ce qui va naître? Quelle est la famille qui va naître entre les deux? Rien du tout. Donc il ne faut pas seulement voir ça au premier plan, que non, bon, il peut aimer son frère comme ça. Attends, toi tu penses que j'ai une très bonne femme, qui est attachée à moi, qui est digne. Je vais aimer mon frère, mais l'amour que j'ai pour mon frère est limité. Parce que l'amour que j'ai pour ma femme est fusionnel. Parce que ce que je fais avec ma femme, je ne vais jamais le faire avec ma mère. Je ne vais jamais le faire avec mon père. Je ne vais jamais le faire avec ma soeur, ni avec mon frère, ni même avec mes amis. Ce que je fais avec elle est particulier. Et ce qui naît de nous est au-dessus de tout ce qui peut naître d'ailleurs. La progéniture. Voilà. Donc quand on me dit que quelqu'un aime Jonathan, que David aime Jonathan plus que les femmes, mais attends, tu vas encore réfléchir deux fois. Quand on te dit que Jésus aimait trop le disciple Jean, et que on sort même les fresques où les gars sont couchés comme ça, hein, ils sont allongés au sol. Voilà. Donc à un certain moment, il faut se poser les questions. Quand tu rentres même aussi dans la Trinité chrétienne, tu vois le Père masculin, le Saint-Esprit masculin, le Fils masculin, on appelle ça une Trinité homosexuelle. Or, dans les trinités antiques de l'Afrique, on avait Ta.
masculin, Sekhmet, féminin, et Nefertum, le fils. On avait Osiris, masculin, Isis, féminin, et Horus, le fils. Donc, voilà ce qu'on appelle la Trinité chez nous. La Trinité doit engendrer. On n'a pas besoin de Trinité stérile. Parce que le TTT masculin là, Père masculin, Père, Saint-Esprit et Fils, ça prolonge même encore au niveau des 12 disciples. Donc tous des masculins. Attends un peu. Quand ils disent maintenant que le Saint-Esprit va descendre dans les disciples là, hein, tu sais comment le Saint-Esprit descend? Bon, je sais Il faut pas, faire très attention. Pour Pour comprendre la partie là, il faut entrer dans le Zohar. le Zohar, c'est quoi? Le Sefer HaZohar, le livre de la splendeur, c'est le livre des kabbalistes. Et la Kabbale est l'interprétation ésotérique et cachée de la Bible. Donc pour mieux comprendre la Bible, il faut aller étudier la Kabbale. Hein? Et à la page 34 du Zohar, on parle du roi et de la biche. On dit que chaque fois, le roi descend derrière le temple pour venir visiter sa biche. Hein? Et quand il arrive, il se rassure que sa biche est abaissée jusqu'au sol. Derrière le temple, c'est quoi? C'est quoi le temple? Le temple, c'est l'arbre de Séphiroth. C'est-à-dire ce que les autres appellent les chakras, les centres d'énergie. Et le premier centre d'énergie, c'est l'anus. Ensuite, on est au chakra au niveau sous le nombril, et on monte jusqu'au sommet de la tête. Donc, lui, il est derrière le temple, le roi est derrière le temple, et il vient visiter sa biche. Et il s'assure que sa biche est abaissée. Bon, quand on te dit que c'est pourquoi? C'est pour élever le premier chakra, non? Voilà, tu ne comprends pas quoi là. C'est déjà clair dans ta tête maintenant, non? Voilà donc la descente du Saint-Esprit chez les 12 apôtres. J'ai fait le film dans ma tête. Voilà. Donc, et ensuite, le passage ne s'arrête pas que la biche est abaissée jusqu'au sol. On dit, le roi frappe, les 796 cieux tremblent. Donc quand il frappe là, il ébranle les centres d'énergie du premier chakra anal jusqu'au sommet de la tête. Et il y a deux fonctions. Soit c'est pour assujettir, soit c'est pour vampiriser, absorber les énergies. Soit c'est pour assujettir l'esprit, la domination. Et ils appellent ça la rectitude anale. La rectitude. Donc il établit la rectitude. Il te rectifie. Ça. Voilà donc la descente du Saint-Esprit. L'épée de feu. L'épée qui rectifie. Voilà. Donc voilà donc les choses là qui m'ont rendu tellement hostile à ce livre qu'on appelle la Bible. Donc c'est pour dire que j'ai trouvé mon chemin en lisant ce livre et je me suis distancié de ce livre-là. Et donc quand j'entre à l'université, je sais déjà ce que je veux et où je vais. Donc, et je me souviens aussi quand j'étais enfant, j'avais 12 ans, quand je voyais des petits romans qu'on faisait là avec les Égyptiens, les gens de la Bible là avec les Égyptiens, moi j'étais plus attiré par l'accoutrement des Égyptiens. Et j'avais plus de sympathie pour les Égyptiens que par rapport à Moïse. Quand Moïse a même tué les Égyptiens, on nous faisait les romans, on nous montrait que Moïse a tué les Égyptiens. J'ai dit que mais Moïse il est méchant. Si l'Égyptien a seulement fouetté quelqu'un, toi tu tues, mais ça c'est grave. Et on dit que c'est un serviteur de Dieu. C'est la même chose avec le veau d'or plus tard. Donc, on dit que l'Égyptien était en train de fouetter le hébreu, le fainéant hébreu qui ne voulait pas travailler. Et que Moïse s'est fâché, il a tué. Attends. Donc, on fait l'exaltation du crime et du meurtre dans ce livre-là. Et dans tout le livre-là, ce n'est que des guerres, des crimes, des génocides. Le serviteur de Dieu qu'on choisit, c'est le criminel Moïse. Attends, ma soeur, tu n'as jamais réfléchi dans ce sens-là? Tu n'as pas vu que Moïse a commis un crime? Et celui que Yahweh choisit, il faut faire attention. J'ai même l'impression que même les frères et les sœurs Camille n'ont jamais prêté attention à cet épisode-là. Mais moi, personnellement, j'avais 11 ans ou 12 ans. Ça m'a choqué. Que mais, si je prends seulement le truc, si je frappe quelqu'un, après l'autre qui était là vient pour me tuer. Parce que j'ai frappé quelqu'un. Et je frappe même quelqu'un parce qu'il est fainéant, il ne veut pas travailler. Oui, pour une bonne cause. On vous nourrit, on vous paye pour ça. Tu ne veux pas travailler, pourquoi? Donc l'autre vient, il me tue. Et c'est lui que Yahweh choisit maintenant que bon. Voilà donc le sauveur d'Israël. Voilà. Tu vois des choses comme ça. Donc, le Dieu criminel ne choisit que les criminels. Donc,
Et il se fait son peuple un peuple criminel. Le peuple d'Israël, dans toute l'histoire de la Bible, a commis les pires crimes de l'histoire de l'humanité. Même les personnes n'ont pas tué les gens comme ça. C'est la même chose qu'ils continuent de faire aujourd'hui là. Génocide à Gaza. Voilà. Et ils sont en train de précipiter l'humanité vers la perdition. Avec leur cabale hébraïque qu'ils ont répandu partout. Et avec leurs histoires de guerre. L'initiation fondamentale dans la cabale, c'est la rectitude anale. Voilà leur initiation là-bas. Ils disaient que c'est la plus haute initiation. Donc on te bande les yeux, on te met dans le cercle, on trace là, et tu es nu. C'est ton parent qui t'enfile d'abord l'épée de Saint-Michel, Saint-Archange Michael. Voilà. Donc pour une rectitude anale. Après maintenant, les autres qui sont autour, même système. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que vous faites des choses comme celle-là. Et on doit être content de vous. C'est quel genre d'initiation ça? Hein? Ça c'est lier les gens aux entités du bas astral. C'est-à-dire aux entités septièmes. Parce que c'est la divinité 7 qui a ces pratiques-là. Hein? La divinité 7 a essayé de faire ça sur Horus. Heureusement que Isis était là pour protéger son enfant contre les assauts sataniques de Seth. Donc, c'est la même chose, puisqu'ils ont adopté la divinité 7. Les Hébreux, là, ce sont les descendants des Hyksos. Et même les Arabes, ce sont les descendants des Hyksos. Donc, ils ont adopté cette pratique comme une norme. Parce que la divinité qu'ils ont choisie, c'était Seth. Et c'est Seth qui est devenu Satan. Hein. Et ça, c'est les pratiques de Seth. Donc, la guerre, la perversité, la sodomie, la confusion, la ruse, la malice, le chaos, la terreur. Voilà. Donc, j'ai réussi à développer un sentiment particulier en moi, au point où, en grandissant, j'ai été touché par la filière égyptologie, sans connaître même ce que c'est que l'égyptologie. Quand on m'a parlé de l'égyptologie, je me souviens des dessins des Égyptiens que je voyais dans les romans que je viens de dire là. Et moi, j'aimais bien les Égyptiens qui étaient des Noirs là, comme on les montrait là. Moi, ils me plaisaient plus par rapport à Moïse et les Hébreux. J'ai dit, je vais aller étudier les... Quand j'arrive en égyptologie, j'ai dit non. Ce sont les ancêtres qui m'orientent depuis. Ce n'est pas la filière. En fait, si depuis, j'ai pris mes distances de la Bible, avec la Bible, avant même d'entrer à l'université, dès l'âge de 15 ans, 16 ans. Si j'avais commencé à éprouver une sympathie pour l'Égypte, les pharaons, et plus tard maintenant, j'arrive en terminale, je rencontre un professeur qui quand j'étais au lycée de Colleton, en terminale, j'ai rencontré un professeur qui nous disait que les Platon et les Aristote ont étudié en Égypte. Voilà un deuxième déclenchement. C'est comme ça que quand j'arrive à l'université, je découvre finalement qu'il s'agit de mon histoire. Et même la filière philo que j'ai choisie, où je me spécialise en métaphysique, ça conjoint la cosmologie et la métaphysique fondamentale dans les textes sacrés de l'Égypte pharaonique. J'ai dit waouh! J'ai dit waouh! Donc je suis sur la voie de mon destin. Je n'ai pas choisi une filière parce que mon père ou ma mère m'ont dit d'aller faire ça. Voilà donc l'exemple du don qui se réalise. Et en allant faire égyptologie, j'ai fait l'égyptologie avec beaucoup de personnes. J'ai fait philosophie et métaphysique avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, aucune de ces personnes ne peut lever le doigt là où je dis que je parle. Personne. Voilà. Même ceux qui ont étudié l'égyptologie avant moi, qui ont eu des doctorats en égyptologie, des doctorats en philosophie avant moi, peut-être même 10 ans, 20 ans avant moi. Quand je parle, aujourd'hui, je pense que tout le monde respecte que ce gars, il est vraiment assis, il est enraciné très profondément. Donc voilà un exemple. Parce que je prends cet exemple sur moi parce que j'ai mon ami Souvi qui est là, qui est mon ami, on se connaît depuis 2005. On se connaît depuis très longtemps. Donc il n'y a rien que je dise là qui n'est pas ça. Parce que Mahad, c'est vrai, toi et moi, on se connaît à peine un an. Tu vas dire que bon, mais frère, toi, moi je te connais, mais est-ce que quelqu'un est capable de certifier que ce que tu dis là est vrai? Voilà un exemple. Même lui-même, quand on rappelle, mes textes de rap, ça tendait toujours vers le spirituel. Ça tendait toujours vers le spirituel. C'était pas le rap que le gun, shotgun,
Fireborn, les choses comme ça, non. C'était un rap construit et pensé, philosophique. Donc, voilà un exemple. Et on a donc besoin des exemples comme cela. Quand on dit un leader, le leader d'un peuple, ce n'est pas que un jour, parce que tu es l'ami du président, du premier ministre britannique, ou que tu es l'ami de Donald Trump, ou que tu es un proche de Poutine, et que tu es Camerounais ou Gabonais ou Congolais, tu te décides maintenant que toi tu veux devenir chef d'État. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas ça. On ne devient pas chef d'État parce que tu es coopté par des lobbies. On ne devient pas chef d'État parce qu'un individu a décidé de faire de toi un chef d'État. On devient un chef d'État par prédestination. Ça veut dire que c'est ta mission que tu es en train d'accomplir. Et on va voir que réellement c'est ta mission que tu es en train d'accomplir à travers les œuvres que tu produis, à travers les réalisations au cours de ta vie. Donc, la nature d'un vrai leader repose sur sa prédestination. Je m'arrête là pour l'instant. Alors, la nature d'un vrai leader réside dans sa mission, c'est-à-dire il est avec cela, il grandit, il poursuit son intention et son alignement intérieur. Il ne dirige pas pour dominer, mais pour servir, élever l'esprit, transformer, incarne des valeurs profondes comme l'intégrité, le sens du sacrifice, la vision collective. Alors, c'était là pour cette première partie. Nous allons poursuivre en ce qui concerne la deuxième partie de votre production de ce jour. On a parlé de la nature, les caractéristiques d'un vrai leader reposent sur d'abord ses hautes valeurs morales. Et quand je parle de morale ici, il s'agit de la morale ici dans le contexte africain qui repose sur les lois de la Mad, c'est-à-dire le respect de la tradition, le respect des codes traditionnels, codes moraux traditionnels, le respect des interdits traditionnels, le respect de la justice, de la vérité, de l'équité, de l'harmonie, le respect de l'intérêt collectif. Ça, c'est d'abord la première base. C'est ça qu'on appelle les hautes valeurs morales. On ajoute à ça le respect de sa propre personne lui-même. La propre personne du leader. Tu comprends? Le leader doit d'abord se respecter lui-même. Quand il a une haute estime de lui-même, il ne peut pas se laisser manipuler. Tu vois là où je vais en venir? Un vrai leader qui a de l'estime, pour son humanité, pour sa personne physique, pour sa personne mentale, psychologique et spirituelle, et ensuite qui a du respect pour les siens, pour son peuple, ne peut jamais se faire manipuler par qui que ce soit, par un étranger. C'est ça l'esprit d'un vrai leader. Ensuite, un vrai leader doit aussi être un visionnaire. Voilà l'une des caractéristiques du leader, donc du leadership. Donc on a des hautes valeurs morales qui intègrent l'individu lui-même et qui l'intègrent dans sa communauté, dans sa société, dans son peuple, avec toutes les valeurs, les codes de son peuple et tout ça. Il y a la vision, il doit être un visionnaire. Mais avant d'être un visionnaire, il doit connaître son histoire. Il doit connaître la vraie histoire de son peuple. Bon, les leaders africains, c'est-à-dire que ce qu'on a choisi après les indépendances là, aucun ne connaît la vraie histoire de l'Afrique. Aucun. Je mets tout le monde en défi si quelqu'un est capable de rédiger un commentaire à la suite de cette vidéo qu'il y a tel leader africain qui maîtrisait la vraie histoire de l'Afrique. C'est lui-même qui devait même le faire. Ça devait être Sédar Senghor, le frère de Cheikh Anta Diop. Mais il a vissé Cheikh Anta Diop pour que Cheikh Anta Diop n'enseigne même pas dans les universités. Parce que ses gourous, les gourous de Sédar Senghor lui disaient que Cheikh Anta Diop, c'était un rêveur qui a créé une mythomanie via ses visites dans les brousses, les forêts équatoriales. Il dit qu'il était en Égypte, il n'a rien foutu. Mais, qu'est-ce qui se passe? Là où Cheikh Anta Diop fait donc honte à Sédar Senghor, donne la honte à Sédar Senghor, c'est lors du colloque du Caire. C'est au colloque du Caire où tous les grands savants du monde sont alliés. Cheikh Anta Diop vient donc affirmer aux yeux du monde que effectivement je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas un visiteur de forêt équatoriale, je maîtrise très bien l'histoire, les hiéroglyphes et tout ça. Voilà, même la physique.
hein, et même la biologie, et même la chimie. Il a démontré devant tout le comité scientifique au colloque du Caire. Voilà. C'est là où Sédar Senghor a fermé sa bouche. Il a dit que là où le gars là est arrivé là, je préfère me taire et me ranger de mon côté. Donc, quand un leader connaît la vraie histoire de son peuple, ce leader ne peut pas se laisser manipuler par un blanc, par un juif, par un arabe. Impossible. Donc quand on voit tous les leaders africains, soit ils sont chrétiens, soit ils sont musulmans, et derrière ça ils sont des francs-maçons ou des rosicruciens, tu penses que les individus comme ceux-là connaissent la vraie histoire de l'Afrique? Ils connaissent la vraie histoire de l'Afrique? Ils connaissent la vraie histoire de la spiritualité africaine? Non. Est-ce qu'ils connaissent même les textes sacrés africains? Non. Ils partent étudier ça derrière les temples maçonniques, en portant des tabliers, les porteurs de tabliers là. C'est là-bas qu'ils partent étudier. Là. Ils disent, on leur dit là-bas que ce qu'on vous dit ici là, ça vient de l'Égypte. Voilà. Bon, moi je donne donc, j'ai donné l'émission qu'on a faite récemment. Les divinités égyptiennes sont les principes et les lois cosmiques. Ça remet radicalement en question les enseignements qu'on leur enseigne dans les écoles maçonniques. Radicalement. C'est-à-dire que ce sont les francs-maçons qui viennent dire à nos frères noirs, hein, qu'est-ce qui vient de l'Égypte. Donc nos frères eux-mêmes, c'est vrai que eux aussi, celui qui a fait dans l'économie, ne connaît rien en égyptologie, ne connaît rien en métaphysique. Celui qui a étudié le droit, lui, il connaît seulement les lois, même comme c'est les lois de Montesquieu, de Jean-Jacques Rousseau, hein, de Machiavel, hein, des choses comme ça, de Platon aussi. Voilà. Celui qui a étudié la chimie, la biologie, la médecine, l'architecture, ne maîtrise pas la spiritualité, la métaphysique et l'égyptologie. Donc quand il arrive là-bas, il est un enfant. Et on le conduit, on attrape son nez comme ça, on le conduit comme un mouton. Donc lui-même, il ne sait pas où il va. Bon. Pourquoi les francs-maçons, les kabbalistes là ne m'approchent pas? Parce qu'ils savent que je les connais et ils ne peuvent rien me dire. Parce qu'ils savent que dès qu'ils commencent à parler, je vais lui dire c'est pas ça, c'est ça. C'est le fouet, les violents coups de fouet que j'ai donné à Roger Saba dans l'émission Dernier discours d'Obenga, enjeux et perspectives, à Kemet Télévision. Vous pouvez retrouver ça en ligne. Dernier discours d'Obenga, enjeux et perspectives. J'ai donné une bonne leçon à Roger Saba et j'attendais la réponse. Il a fermé sa bouche. Voilà. Et il a été invité en Côte d'Ivoire là-bas par un frère. Bon, on dit que son combat est noble, mais on observe, on va voir à quoi ça va aboutir. Il veut réinterpréter la Bible, dire que bon, c'est pas ça ce qu'on dit là-bas, machin. Bon, je respecte son travail, mais le fait qu'il ait impliqué un kabbaliste Roger Saba dans ce truc, c'est là où j'étais fou de rage. Voilà. Je pouvais voir que Obenga a été invité par un frère ivoirien, tout se passe bien. Mais qu'est-ce que le sataniste Roger Saba vient chercher là? Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que le frère là ait l'impression que je suis contre lui. Non, je suis contre Roger Saba. Je suis contre ce kabbaliste sataniste là qui vient encore s'introduire dans les choses des Noirs. Il vient parler, il dit qu'il parle ex cathedra. Il dit que la Kabbale est le mystère des mystères qui rassemble tous les mystères de la terre. Et que c'est eux les juifs qui doivent montrer la direction aux gens. Ça c'est du n'importe quoi. Donc, voilà à peu près les caractéristiques d'un leader aussi. C'est la capacité de collaborer avec les autres. De fusionner avec les autres génies. De se nourrir à la source des autres. Je parle en allemand parlant. Parce que les gens qui nous dirigent depuis là, eux, ils réfléchissent seulement par la nuit. C'est ça le problème. Donc, quand on dit côtoyer aussi les autres, s'asseoir avec les autres, si tu as créé des choses, si tu as apporté des innovations, n'est-ce pas? Tu me présentes tes travaux, je me nourris de tes travaux. Tu te nourris de... Donc on s'enrichit mutuellement, les architectes, les mathématiciens, les physiciens, la complément. Donc le vrai leader est aussi celui qui écoute. Celui qui apprend des autres. C'est ça. Et ils ont tout inversé. C'est-à-dire que ce qui doit se passer par l'audition et par le mental, et ils renversent tout. Tout est devenu anal chez eux. L'apprentissage est anal. La rectitude est anal. Les nominations. Ça, c'est quelle mentalité, ça? C'est quelle mentalité, ça? On appelle ça la mentalité anale.
Mais tu sais, il faut même que je commence à créer les expressions. Donc, pour moi, ça me révolte. Ma soeur, regarde, depuis qu'on collabore, je découvre ton génie à travers notre collaboration. Hein? Je n'ai pas conditionné, d'abord même sexuellement, pire encore en allemand, notre collaboration. Le frère Souvi, qui est un grand technicien, c'est un ingénieur de son, et il est dans les montages et tout ça. Notre collaboration n'a jamais été anale. La collaboration a été intellectuelle et artistique. Voilà donc le vrai modèle de leadership que nous promouvons chez nous. Voilà. Donc, le caractère d'un leader aussi, c'est la collaboration, comme je viens de le dire. Le caractère d'un leader aussi, c'est l'étude de l'autre, de l'ennemi, celui qui est en face de. Comme donc l'étude, il faut apprendre à étudier les Européens, la mentalité des Européens, la mentalité des Juifs, la mentalité des Arabes. Il faut étudier les projets scientifiques, les découvertes. C'est-à-dire un vrai leader doit aussi être un érudit. C'est-à-dire qu'il doit connaître la pointe de la science. Ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire et l'évolution de la science. Il doit connaître ça. La technologie, il doit connaître ça. Il doit connaître la géopolitique et les enjeux géopolitiques. Il doit avoir une bonne lecture géopolitique. Ça aussi, c'est un vrai caractère d'un vrai leader. Et il doit s'inspirer des vrais leaders. Comme Poutine, comme Kim Jong-un, comme Xi Jinping. Voilà, comme Ali Khamenei. Il doit s'inspirer. Je n'ai pas dit que les gens là font comme nous on doit faire. Non, j'ai dit ils sont au moins des vrais leaders pour leur peuple. Je n'ai pas dit qu'ils sont les vrais leaders pour les Africains. Poutine est un vrai leader pour la Russie. Et grâce à lui, la Russie aujourd'hui est respectée dans le monde. Kim Jong-un est un grand leader pour la Corée du Nord. Aujourd'hui, grâce à lui, la Corée du Nord est respectée. Xi Jinping est un grand leader pour la Chine. Grâce à lui, la Chine aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle un vrai leader. Donc le Cameroun, le Gabon, le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, le Bénin, le Togo, le Mali. Au Burkina Faso, il y a des vrais leaders, mais il faut qu'ils se camétisent pour l'instant. Mais je pense que le frère Traoré est sur la bonne voie. Parce qu'il donne déjà une grande plage à la tradition africaine. Donc, coup de chapeau à notre frère Traoré et beaucoup d'encouragement aussi et beaucoup d'énergie positive à l'œuvre qu'il est en train de développer. Donc, grosso modo, un vrai leader doit connaître son histoire. Il doit maîtriser ses coutumes. Il doit maîtriser sa spiritualité. Il doit être entièrement enraciné dans sa spiritualité. Il ne doit pas mélanger avec les histoires de la Kabbale, de la franc-maçonnerie. Il ne doit pas être là-bas. Il ne doit pas être un rosicrucien. Donc, un vrai leader, s'il doit être un roi ou un chef d'État, qui doit commander un pays comme le Cameroun, un pays voisin comme la Guinée équatoriale, comme le Gabon, comme tous les pays africains, même l'Afrique du Sud, il doit étudier toutes les spiritualités de sa communauté. Et il doit être initié dans toutes les spiritualités de sa communauté. Et il doit couper radicalement. Il ne doit même jamais fréquenter la franc-maçonnerie, la rose-croix. Il ne doit jamais fréquenter ça, ni la Kabbale hébraïque. Il ne doit même pas s'intéresser à ça. Donc, une fois que tu as pris le vrai pouvoir, le pouvoir le plus élevé de ton peuple, que tu l'as pris chez toi, hein, tu es très puissant. Donc, même face à un Chinois, hein, il sent ta puissance. Face à un Juif kabbaliste, il sent que tu es puissant. Donc, en ce moment, quand tu te retrouves dans les transactions internationales, dans la diplomatie, hein, tu arrives là-bas en tant que toi, identité de son peuple. Tu n'arrives pas là-bas comme un esclave mental qu'on a mis sur la table et que l'archange Michael a visité dans le cercle et le pentacle. Voilà, avec les yeux bandés. Non, tu n'es pas cet esclave-là. Tu es le vrai digne fils d'Afrique qui a pris le vrai pouvoir, c'est-à-dire qu'il est sorti de la terre d'Afrique. Pas qu'il a été parachuté par les lobbies, les cercles ésotériques. Il a poussé comme l'herbe, comme la plante, nourri par sa terre, par ses ancêtres, par les énergies de sa terre. Mentalement enraciné dans sa culture et dans son histoire. Mentalement enraciné dans sa vision du monde. Là, je prends pour repère l'Afrique. Je ne peux pas parler au nom de la Chine. Nous ne sommes pas des Chinois. Donc, je parle pour l'Afrique.
Donc, un vrai leader pour moi, tout abonné, pour Mahat, vous vous souvenez, c'est ça un vrai leader. Celui qui parle de la terre, qui est nourri par la terre. Quand je parle de la terre, c'est la terre même d'abord, en vérité. Ensuite, son peuple. Ensuite, son histoire, sa spiritualité et sa vision du monde. Voilà, un vrai leader doit aussi être celui qui dit on avance parce que ce que j'ai vu, je sais qu'il y a succès là-bas. Donc il doit aussi être capable de prendre des décisions. Un vrai leader doit être capable de prendre des décisions et d'assumer. Mais avant de prendre des décisions, il doit d'abord consulter tous les sages. Au tête. Frère, c'était là les caractéristiques d'un vrai leader. On va retenir qu'un vrai leader est celui-là qui connaît d'abord son histoire. Comme nous sommes les Africains, il s'agit de quoi? Connaître déjà la spiritualité africaine. D'où est-ce que nous venons? Comment est-ce que nous avons évolué? Comment est-ce que notre civilisation, bien notre histoire a été falsifiée et gommée? Et maintenant prendre conscience pour mener à bien les autres. Et ceux qui nous regardent, surtout toi qui me regardes à l'instant, autour de toi, il faut communiquer, il faut partager, il faut dire aux autres que si je suis un leader, c'est parce que je connais mon histoire, c'est parce que j'ai la capacité, bien sûr, de fédérer avec les autres vrais leaders. C'est parce que je connais qui est mon peuple. On va poursuivre cette fois-ci avec la question suivante. On se reprend après. Alors, Frère Todd, tout à l'heure, vous avez parlé de développement quand on sait que le développement n'est pas seulement matériel, mais aussi une élévation des mentalités, des structures et de la dignité humaine. Alors, vous pouvez renchérir ce que je viens de dire? Oui, les gens voient toujours le développement dans le sens de la construction des édifices, l'industrialisation, le développement des routes, la construction des routes, des hôpitaux, des grands hôpitaux, des grandes écoles et des grands stades de football avec les avions, hein, les voitures, les téléphones, donc la technologie au sens général. Voilà la conception vulgaire du développement. Je dis ça là, c'est pas ça qu'on appelle le développement. Donc vous qui pensez que c'est ça le développement, vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement. Je vais poser juste quelques questions pour que ceux et celles qui nous écoutent puissent au moins se remettre en question. On construit des hôpitaux et ces hôpitaux deviennent des mouroirs à cause de la prolifération des virus et de l'industrie pharmaceutique ou pharmacologie, hein, de l'OMS. Tout ce que vous connaissez, vous avez connu depuis quelques années. Oui, c'est la médecine, non? Mais c'est devenu un système de massacre de l'humanité, vrai ou faux? Voilà. Les industries, quelle est la conséquence des industries? La production des gaz à effet de serre, la pollution de l'atmosphère et tout ça, hein, de la couche d'ozone, n'est-ce pas? Voilà. Voilà votre développement. Dans votre mentalité, vous croyez que c'est ça le développement. La déforestation pour couper le bois et vendre massivement le bois. Parfois ces bois même, quand on les coupe, on les retrouve encore des morceaux, ils périssent là. Voilà. N'est-ce pas, c'est pour l'industrialisation. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque les déforestations, les sécheresses, les famines. Voilà. La technologie qui se développe avec les productions de ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques qui paralysent l'ADN du cerveau et qui déstructurent le fonctionnement du corps humain. Voilà. Voilà donc la technologie. Vous dites que c'est le développement. Je prends un autre exemple. Toujours dans les prouesses de la science, la fabrication de la bombe atomique. Aujourd'hui, on est face à la menace de l'extermination de l'humanité. Parce que si une guerre entre les États-Unis et la Russie commence là, c'est toute la Terre qui est détruite. Voilà donc le développement. Voilà,
pour les gens qui réfléchissent, qui ne veulent pas élever leur pensée. Je peux prendre plusieurs exemples comme ça. Je n'ai que pris l'exemple de la médecine, l'exemple de l'industrie, l'industrialisation. J'ai pris l'exemple de la déforestation, j'ai pris l'exemple de la bombe atomique. Et y compris la technologie, l'émission des ondes électromagnétiques et tout ça. Même dans la même technologie téléphonique et des ordinateurs, il y a un système d'espionnage. Tu es dans ta chambre avec ta femme, en train de faire tes pilonneries. Il y a quelqu'un qui est derrière un clavier là-bas aux États-Unis ou dans la NASA qui voit tout ce que tu es en train de faire. Parce que ton téléphone est positionné d'une certaine manière. Il entend même les gémissements. Voilà. Donc, on est capable de te mettre en difficulté à travers la technologie. Avec le développement de l'intelligence artificielle, le système d'espionnage va atteindre son paroxysme. Donc voilà ce que vous, qui m'écoutez, que vous entendez par développement, il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Parce que quand vous parlez de développement, vous ne savez même pas de quoi vous parlez en fait. Qu'est-ce que moi j'entends donc par développement? Le développement consiste à ceci que on amène la conscience humaine à se connaître elle-même dans sa vraie nature, en rapport avec sa terre et son peuple. 1. 2. On amène la conscience à apprendre à connaître la nature, c'est-à-dire à connaître la terre, à connaître l'eau, à connaître l'air, à connaître le feu, à connaître aussi l'univers, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, les autres planètes et tout ça. Pas à connaître seulement les noms, mais à connaître la nature de chacune de ces choses que je viens d'énumérer. Dans sa profondeur. D'abord dans sa dimension phénoménale et ensuite dans sa dimension ontologique. C'est-à-dire dans sa dimension visible et expérimentale sur le plan scientifique et aussi dans la vision ontologique ou métaphysique. Donc apprendre à se connaître, apprendre à connaître son peuple, sa source d'origine, apprendre à connaître la terre, apprendre à connaître l'eau. Et quand je dis la terre, c'est tout ce qui est sur la terre, donc les plantes, les arbres, des animaux et tout ça, il doit apprendre à connaître. Donc la conscience se développe à travers l'apprentissage. L'homme doit apprendre à connaître son corps, à maîtriser ses émotions, à connaître sa langue, à connaître sa tradition, à connaître son histoire, à connaître son environnement géographique, sociologique et historique. Apprendre aussi à découvrir les principes et les lois qui gouvernent sa conscience, son corps, la nature qui l'environne et l'univers tout entier. C'est ça que j'entends par développement. C'est suite à l'accumulation de toute cette connaissance que l'on peut créer un environnement viable, c'est-à-dire favorable à l'équilibre entre le corps et l'environnement, à l'équilibre entre les individus d'une même communauté ou d'un même peuple. Quand je parle d'équilibre ici, c'est éviter des accidents de type électromagnétique, éviter des catastrophes atomiques, éviter la pollution de l'environnement. Celui qui a appris à connaître la nature ne va plus utiliser les gaz à effet de serre. On parle donc en ce moment des énergies renouvelables, non polluantes, n'est-ce pas? Oui. La déforestation, c'est-à-dire l'exploitation du bois, doit être opérée de manière rationnelle. C'est-à-dire que quand on coupe là, on doit reboiser. Voilà. J'espère que les gens voient déjà où je vais aller. Et à faire la promotion de la médecine naturelle, pas la médecine tuante, c'est-à-dire génocidaire de l'OMS là, les produits pharmaceutiques, qui sont les synthèses chimiques, qui au lieu de soigner les maladies, inoculent plutôt des poisons dans le corps et amènent les gens à mourir lentement. Donc le meilleur développement, c'est le type de médecine qui doit guérir les maladies. Et une médecine qui intègre le volet rituelique, le volet psychologique et le volet herboriste, c'est-à-dire la maîtrise des plantes. Et maintenant, il faut être capable de conditionner ces plantes pour que ces plantes ne puissent pas être transformées en produits de synthèse chimique qui vont devenir nocifs au corps. En ce moment, on doit développer une médecine
où non seulement on maîtrise les essences des plantes, et déjà aussi savoir comment communiquer avec les plantes. On n'utilise pas les plantes comme encore même les animaux. On ne tue pas les animaux n'importe comment. Il y a un rituel à faire avant de tuer un animal. Je crois que les musulmans ont au moins gardé le rituel là. Bon, ils parlent en arabe là-bas chez eux, mais moi je connais le rituel de chez nous. Tu parles à l'oreille gauche, tu parles à l'oreille droite. Et il y a quelque chose que tu dis. Si je te tue actuellement, c'est pour me nourrir de ta chair. Je ne t'ai pas tué avec tous tes enfants. Tu as laissé les enfants. Et si ta femelle est enceinte, je ne vais pas la tuer pour me nourrir de sa chair. Je vais laisser. Chez nous, on ne tue dans la morale africaine. Même quand tu pars faire la chasse. Quand tu vois un gibier enceinte, tu ne le tues pas. Voilà. Voilà les choses qu'on doit recommencer à adopter. On ne tue pas un animal qui a le petit dans le ventre. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'éthique africaine. La morale africaine. Donc, quelqu'un qui égorge une chèvre enceinte, mais c'est un malade mental. Ou une poule avec les œufs dans le ventre. Sauf si ces œufs sont encore petits. Mais quand c'est déjà développé, toi, tu sais, déjà quand la poule commence à déposer les œufs, on voit que, oui, voilà. Donc, tu dois te rassurer que l'animal que tu tues a laissé les enfants, a laissé les petits. Si c'est un bouc, il faut te rassurer qu'il a fusionné avec une chèvre, il s'est accouplé, et il y a eu beaucoup de petits qui sont nés. C'est pour ça que même les petits boucs là, on ne tue pas. On tue un bouc qui est déjà bien mûr. Donc on est sûr qu'il a déjà laissé la progéniture. Et là maintenant la négociation, si je le fais, donc lui en mourant, et par son esprit sait que tu lui as parlé et que tu veux te nourrir de sa chair. Voilà les rituels qu'il faut faire. Même pour cueillir les plantes. On ne cueille pas les plantes médicinales à n'importe quelle heure. Il y a certaines plantes qu'il faut cueillir à telle saison, à telle heure. Voilà les études, c'est ça qu'on appelle le développement. Une conscience développée, c'est une conscience qui sait s'adapter à la nature, qui sait comprendre la nature, qui sait être à l'écoute de la nature, qui sait être à l'écoute de ses semblables, qui comprend ses semblables, qui a appris à connaître ses semblables. Donc c'est suite à l'apprentissage qu'on commence donc à appliquer. Tu vois, le développement est d'abord mental, comportemental. Avant maintenant de commencer à appliquer l'architecture. Mais quelle est ta vision de l'architecture? Donc tu peux étudier l'architecture des Anglais, des Britanniques et des Américains. Tu arrives ici au Cameroun en petit aliéné, tu dis que tu es un très grand architecte, que tu vas développer Yaoundé. On n'a pas besoin de toi, mec. On a besoin de celui qui a connu, qui a étudié profondément l'architecture monumentale africaine pendant des millénaires, notamment l'architecture de la Nubo-Égypte, l'architecture de l'Afrique médiévale, pendant les grands empires, l'empire du Bénin, l'empire du Mali, l'empire du Songhai, hein, le royaume de Zimbabwe. Il faut connaître l'architecture traditionnelle. Que signifient des constructions de type circulaire? Que signifient des constructions de type pyramidal? Il faut connaître ça. Donc tous les architectes, si un jour un architecte écoute cette émission, il doit diffuser ça sur son site d'architecture. En leur disant que le frère t'a dit que on n'a pas encore compris l'architecture. Oui, donc c'est la même chose avec la médecine, la musique. Tout doit tourner autour de la vision du monde. Le développement s'ancre donc autour de la vision du monde. Le cumul du développement, après toutes ces connaissances, la connaissance de la nature, machin, tu parviens donc à un modèle qui est propre à ton peuple et qui fait donc l'identité de ton peuple. Et c'est cette identité que tu vends aux yeux du monde. En ce moment, ton peuple devient un peuple qu'on peut respecter, auprès duquel on peut apprendre quelque chose. Et un peuple qui peut participer à l'épanouissement de l'humanité au sens global. Le développement est donc d'abord mental et ensuite on peut commencer à l'appliquer. On ne va pas trop s'étendre, l'émission ne porte pas sur le développement. D'accord. On va finir cette fois-ci, bien sûr, avec une question, parce que quand on sait qu'il faut connaître son histoire pour être un vrai leader, quand on sait que le développement, il est mental, il est psychique, il est intellectuel et spirituel aussi. Oui, communiquer avec la nature. Et maintenant, on va se séparer avec surtout cette question qui me taraude l'esprit. Quand on parle, bien sûr, de développement et de tout ce qu'on a dit en amont, qu'est-ce qu'on peut retenir des œuvres du vrai leader d'un peuple?
Les premières œuvres du vrai leader d'un peuple, c'est de laisser les enfants. Ça, c'est la première œuvre majeure. Et c'est là-bas qu'il y a le piège. Tu vois déjà où je vais en venir. Non? Il faut laisser les enfants. 1. 2. Il faut que tu laisses les enfants en bonne santé mentale et physique. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que tu dois laisser les enfants bien éduqués. Bien éduqués. La quatrième chose, c'est que tu dois laisser des enfants qui eux-mêmes vont servir de modèle vis-à-vis de leurs frères et de leurs sœurs. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser de grandes œuvres. C'est-à-dire qu'ils vont montrer que leur père était au sommet et eux-mêmes aussi peuvent atteindre les sommets, chacun dans son domaine. Qui dans la médecine, qui dans l'architecture, qui dans l'économie, qui dans je ne sais pas quoi, la technologie et tout ça. Voilà, ça c'est la première chose. Et c'est là où on attend les vrais leaders. Là-bas, on vous attend d'abord là-bas. Deuxièmement, il faut que votre famille soit contente de vous. Tu vois où je suis en train d'aller. Moi, je ne commence pas là-bas, je commence d'abord. Ensuite, tu as réussi au niveau des enfants. C'est ça qu'on appelle un homme chez nous. Hein. Il faut que tu laisses aussi l'héritage à ces enfants. Et cet héritage est d'abord intellectuel et mental. Comme j'ai dit, ils vont s'en sortir. Ensuite, il faut que ta famille soit contente de toi. C'est-à-dire que tu as aidé les siens à grandir. Les tiens à grandir. Tes soeurs, tes frères, tes cousins, tes cousines, tes tantes, tes oncles, tes neveux. Hein, à grandir. En leur inculquant l'éducation qu'il faut et en leur ouvrant des voies pour pouvoir trouver des failles hein, afin d'évoluer, d'atteindre la sanction sociale. Donc tu ne peux pas être détesté par ta famille et tu dis que tu es ministre, mais va là-bas avec tes histoires, tu n'es pas intéressant. Voilà. Et puis quand je dis les aider à la sanction là, c'est pas par la rectitude anale, parce qu'il faut que j'insiste toujours par l'affaire là. Ou alors, où tu vas demander aux gens de livrer leur sperme qui n'enfantent plus, ou qui mangent les excréments, ou qui boivent le sang humain, qui mangent la chair humaine. Nous, on n'est pas dans la logique là. On est dans la logique osirienne du développement. On n'est pas dans la logique septième du développement. Parce que les gars là, ils vont aussi nous écouter et ils vont croire que comme ils donnent beaucoup d'argent à leurs neveux, qui rectifient en allemand, ils font du bien. Non, on n'est pas avec vous dans vos choses là. Donc, il faut maintenant que ton village soit content de toi. On est parti de la progéniture. On s'est étendu dans la famille. Ensuite, le village, c'est-à-dire le clan. Hein? Ensuite, maintenant, les villages voisins, c'est-à-dire l'ethnie. Ensuite, la tribu. Et ensuite, tout le peuple soit content de toi. Et ne peuvent être contents de toi que parce que tu as promu un bien-être collectif. Que tu as permis aux consciences de s'émanciper, de se développer et de pouvoir accéder à la compréhension de tel ou tel domaine de la réalité. Et que tu as œuvré à ce que les produits de la terre, que ce soit sur le plan des minéraux, des végétaux, des produits pétroliers, le gaz et tout ça, soient exploités à bon escient pour l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple d'abord. Avant de faire des transactions avec la Chine, les États-Unis, rassure-toi que ton peuple vit déjà dans l'autosuffisance alimentaire, mais, de la sanitaire, c'est-à-dire la santé, et l'électricité, hein, et tout ça. Que le peuple est déjà dans l'autosuffisance. Il faut te rassurer que toute personne, que ce soit de la basse classe, c'est-à-dire les personnes démunies, puissent avoir la possibilité d'avoir un emploi. Voilà. Avoir la possibilité de trouver un emploi. Et que cet emploi ne soit pas conditionné par la mentalité anale ou par les sacrifices, les crimes rituels. Voilà. Mais que cela soit promu sur la base du mérite. Tu as appris quoi? J'ai appris la menuiserie. Est-ce que tu es capable de me fabriquer une chaise? Ok. Viens, on fabrique les chaises là-bas. Appelez 10 gars au village là. Je vois qu'il y a une société là qui vient de naître là, on fabrique les chaises. On va un peu voir leur performance. On vous teste 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Bon, si vous êtes nul, on vous renvoie à étudier. Voilà. Voilà. Tu es sorti de quelle école de médecine? Bon, on va vous faire un test. Voilà un nouveau centre de santé. On a besoin de 100 médecins. Venez faire, pas de conditionnement. On veut la compétence.
Donc, venez avec vos dossiers. Et puis, il y a des gens là, de bonne moralité aussi, qui font le suivi, qui font les tests et tout ça. Après évaluation, on vous calme. Et on vous donne un bon salaire. Parce que nos pays sont suffisamment riches pour que chaque personne exerçant dans un domaine puisse avoir au moins les moyens de suivi pour s'occuper de sa famille et même pouvoir réaliser des choses. Dans les domaines tels que la médecine, l'enseignement, qu'est-ce que j'ai oublié? Le journalisme et même les artistes là, ils ont aussi besoin d'être bien encadrés. Donc même dans le domaine de l'art, il faut un encadrement là-bas aussi. C'est-à-dire qu'on doit travailler le mental des artistes pour produire des musiques qui élèvent les consciences et qui harmonisent les atomes dans le corps. Pas des musiques chaotiques et perverties qui enfoncent les gens dans les abîmes. Comme les musiques du chaos qu'on écoute aujourd'hui, qu'on appelle le Selombolé ou ce quoi là, ici au Cameroun. Hein? Moi, dès que j'arrive quelque part, j'entends ça. Je commence à avoir des perturbations mentales. Je suis obligé de quitter ce lieu-là. Voilà. Donc, le domaine de la musique doit aussi être bien encadré. Le cinéma. Hein? Donc, le vrai leader va donc s'arranger à ce que dans le domaine de la musique, il assainisse ce milieu. Dans le domaine du cinéma, il assainisse ce milieu. Dans le domaine de la médecine, il assainit ce milieu. Dans le domaine de l'architecture, tous les domaines. Il doit vérifier que chacun de ces domaines exerce en accord avec la justice, la vérité, l'ordre, l'équité et l'harmonie. Ensuite, le vrai leader doit laisser de grandes réalisations. Oui. Ce que le prédécesseur n'a pas pu faire, il doit laisser. Comme les pharaons, Khéops, bon, je parle même déjà d'Imhotep, hein, le premier architecte qui a construit la pyramide de Djéser. Hein. À partir de là, il y a eu des souverains avant qui n'avaient pas construit des pyramides. Mais eux, ils ont commencé. Voilà, c'est ça qu'on appelle les vrais leaders. C'est-à-dire tu apportes quelque chose de nouveau. Et c'est sur la base de la vision, toi qui vois loin et qui vois haut. Tu découvres donc que la pyramide est capable de stabiliser les énergies telluriques. Parce que tu es un très grand initié. Et tu inaugures ce chantier. Tu deviens donc un illustre personnage. On continuera de parler de Khufu, de Khafra, de Menkaura, de Imhotep, de Djéser, de Nedjerket, qui est Djéser, et de Sneferu. On continuera de parler de Unasse. On continuera de parler de Djéoti Mesu. Et tous ces gars qui ont réalisé de grandes œuvres. Donc il y a l'œuvre au niveau de l'architecture monumentale. Il y a l'œuvre surtout sur le plan de la médecine. Un vrai leader doit beaucoup travailler dans le développement de la médecine, dans le développement de l'éducation et dans le développement de la gestion économique, l'agriculture. Donc, un vrai leader, en fin de compte, doit être celui aussi qui parvient à faire en sorte que son peuple puisse être compétitif à l'international. Tant sur le plan économique, éducatif, scientifique, technologique, et même dans le domaine de la médecine. Son pays doit être compétitif. C'est-à-dire son pays doit apporter quelque chose à la Chine, doit apporter quelque chose aux États-Unis, face aux États-Unis. Ce n'est pas que nous, on les nourrit, non. On doit aussi être capable de dire que nous-mêmes, on a créé ça. Voilà ce qui est pour nous. Alors on va dire que le Cameroun a laissé un grand leader. Le Congo-Brazzaville a laissé un grand leader. Le Congo-Kinshasa a laissé un grand leader. Le Bénin, le Nigeria, hein, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tous ces pays, l'Afrique du Sud, ils ont laissé des grands leaders. Parce que quand on va voir tout ce que j'ai dit, la progéniture, la famille, le village, le clan, l'ethnie, la tribu, le peuple, les réalisations, l'éducation, la médecine, tout ça. Et la manière, même la diplomatie, comment ces leaders se comportent face aux autres leaders. Est-ce que quand le chef d'État du Cameroun parle à Poutine, est-ce qu'il lui parle en langue nationale? Il va lui parler en français ou bien en anglais. Parce que quand le Xi Jinping parle à Donald Trump, il lui parle en mandarin, en chinois. Donc il faut régler aussi ce problème des langues-là. Oui, maintenant quand le leader parle, il lui parle d'égal à égal, pas qu'en soumis. Parce qu'on les soumet en allemand, pas la cabale. C'est pas là-bas qu'on les soumet. Mais si c'est un vrai initié, qui n'a jamais eu affaire avec la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la cabale et tout ça, que sa vraie spiritualité est enracinée dans l'esprit de l'Afrique traditionnelle. Ce monsieur ne peut pas se soumettre devant
Netanyahou, ou devant Macron, ou devant même la reine d'Angleterre qui vivait, le roi, actuellement le roi. On s'est habitué à la reine. Hein. Bon, ou devant Donald Trump, il ne peut pas. Même le pape n'est rien devant lui. Voilà. Quand tu vois un petit nègre arriver devant le pape, il fait comme ça. C'est un soumis. C'est un soumis. C'est lui qui a hérité le vrai pouvoir, pas le pouvoir fictif. Quand tu es allé là, on t'a donné les trucs des septiens là. Parce qu'il y a aussi les cercles initiatiques des septiens chez nous, hein, qui ont perverti les rituels et qui donnent les choses à n'importe qui, n'importe comment. Je parle du schiste qui est né de la terre, qui a poussé comme l'arbre et qui se déploie. Il est nourri par la terre de ses ancêtres. Il est reconnu par ses ancêtres. Il n'a jamais eu à fricoter avec les loges occidentales. Jamais de la vie. Voilà un vrai fils d'Afrique. Voilà, je termine par là en disant, un vrai leader est donc celui qui laisse cette marque. Un leader charismatique qui n'a jamais plié devant les autres leaders des autres peuples. Un leader qui a laissé une progéniture qui a réussi. Un leader qui a laissé une famille prospère, un village prospère, une ethnie prospère, un clan prospère, une tribu prospère, un peuple prospère. Hotep. Hotep, frère Todd, un vrai leader visionnaire, pose des actes. Et bien sûr, il ne fait pas de promesses, il élève la conscience collective, il ose. Et il dit la vérité quand elle est nécessaire. Il place l'intérêt général au-dessus du sien. Il est connecté à l'esprit de ce peuple, donc son peuple, on peut dire, si c'est un Africain, l'esprit du peuple africain, mais aussi aux lois cosmiques et à l'ordre supérieur. Il voit au-delà et loin, et pas autant présent. Ce dont nos peuples ont besoin, ce ne sont pas des dirigeants puissants, mais ils ont besoin d'un guide ou bien des guides visionnaires ancrés, éveillés et fidèles à la mission spirituelle de leur peuple. Merci vous qui nous regardez d'avoir assez bien regardé, écouté. Commente, like, abonne-toi sur Teuti Sekem. Et surtout, ensemble, nous sommes les bâtisseurs d'un nouveau cycle. N'hésitez pas de vous inscrire au cours des textes sacrés qui se poursuivent. Je suis déjà à plus d'un mois avec la première vague. Il y a certains qui ont commencé à s'inscrire dans la deuxième vague. Les cours sur les textes sacrés se poursuivent. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous voyez bien nos vidéos, mais beaucoup oublient de s'abonner. Abonner et liker. Ça va nous permettre de répandre le message. Et n'oubliez pas de faire aussi des partages. Au thème et à très bientôt. À très bientôt.